Bonjour, bonjour. En fait, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment important. J'ai fait une vidéo où je vous ai fait part de comment j'ai créé mes deux salons de coiffure. Mais je ne vous ai pas expliqué à l'intérieur du salon de coiffure comment ça fonctionnait. Quels sont les versements, quelle était la régularité des versements. Et qu'est-ce qui a fait que finalement je vende le salon de coiffure. Est-ce que c'était le coiffeur parce qu'il ne faisait pas les versements ou bien il y avait un autre problème? C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais aussi vous faire part de ce qui s'est passé quand j'étais petit, la première fois que je suis allé à l'ouest du Cameroun. Je suis quitté de l'est pour l'ouest du Cameroun. Donc, je commence donc par vous faire part d'abord de qu'est-ce qui s'est passé pour le salon de coiffure. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que quoi? C'est que le salon de coiffure, on l'avait créé, le premier salon. Et à partir de 18 h, les gens ne passaient plus, il n'y avait plus trop de gens qui passaient sur cet endroit-là. Pour ceux qui étaient abattus à l'époque, Florent Coiffure se trouvait juste en face de la boucherie. Là, il y avait un salon de coiffure. Et c'est à ce lieu-là que se situait le salon de coiffure Florent Coiffure. Donc, pour ceux qui sont déjà allés à Batouri, à l'est du Cameroun, dans le département de la KDI. Donc, en fait, qu'est-ce qui a fait qu'à la fin, je puisse vendre le salon de coiffure? Lorsque j'étais à Batouri, je précise, quand je faisais la classe de terminale, les coupures intempestives n'étaient pas régulières. Et j'avais développé un système qui faisait en sorte que mon coiffeur ne souffrait de rien. Je ne voulais pas que mon coiffeur change de métier. Étant donné que je vendais les documents, je venais souvent à Yaoundé acheter les romans et je plaçais ces romans-là dans mon salon de coiffure. Et on louait un roman à 100 francs. Donc lorsque j'arrivais parfois à Yaoundé, j'achetais parfois 50 romans. Et on me vendait les romans à 300 francs les harlequins. On vendait les SAS, SAS, les brigades mondaines à 500 francs. Et je revendais un roman à 1000 francs ou à 500 francs pour les harlequins. J'avais aussi d'autres types de romans, comme les brigades. Bon, en fait, j'ai déjà parlé des brigades mondaines que je revendais à 1000 francs. Les harlequins, je revendais à 500 francs. J'achetais à 300, je revendais à 500. Donc voilà par exemple comment je faisais. Et cet argent, tout simplement, ce que je demandais au coiffeur, c'est que les frais de location lui revenaient. Et il y avait aussi les bandes dessinées. Les bandes dessinées, donc, les kiwis, les emblas. Il y avait les bandes dessinées pour les jeunes. Donc ça faisait que déjà c'était un pôle d'attraction. Parce que beaucoup de personnes venaient à l'époque dans notre salon de coiffure, dans mon salon de coiffure, pour se coiffer. Et en plus de ça, il y avait les romans. Ça faisait que c'était un pôle d'attraction pour que les jeunes viennent constamment dans notre salon de coiffure. Et certaines grandes sœurs envoyaient leurs petits frères en se coiffant et profitaient pour faire l'échange chez leurs romans. Donc voilà par exemple comment ça se passait dans notre salon de coiffure à l'époque. Et nous, par exemple, le salon rapportait et l'agent, je précise bien que l'agent des locations, c'était l'agent qui devait revenir au coiffeur, ce n'était pas notre agent. On avait à peu près 100 romans au total. Le coiffeur pouvait échanger, comme en une journée, il pouvait changer 30 romans, 20 romans, 15 romans. Mais nous, on ne gérait pas ça. Tout simplement, ce que nous, on voulait, c'était nos 1500 francs par jour. Peu importe si la coiffé ou s'il n'a pas coiffé, ce que nous, on veut, c'est les 1500 de versement. Peu importe le nombre de romans. Mais lorsqu'il vendait le roman, nous, on récupérait entièrement l'argent du roman. On récupérait entièrement. Donc, s'il vendait un roman à 1000 francs, il n'avait rien. Lui, ce qu'il gagnait, c'était au niveau de l'échange du roman. Donc, voilà, par exemple, et le problème avec le salon, avec la vente, c'est que quand je n'étais plus là, quand nous n'étions plus là pour pouvoir gérer nous-mêmes notre salon de coiffure, et une personne qui devait mettre la pression sur le coiffeur, il n'y avait pas. Et en plus de ça, ce n'était même pas tellement cela. Il y avait aussi le fait que notre salon de coiffure, il y avait constamment maintenant les coupures intempestives. C'est-à-dire que la société d'électricité coupait constamment le courant. Ça faisait que on pouvait faire une semaine
Et il y a par exemple le courant pendant une journée ou parfois demi-journée. Et vous voyez par exemple que quand c'est comme ça, une entreprise ne peut pas prospérer. Une telle entreprise comme un salon de coiffure. C'était comme aujourd'hui, c'est que je devais entreprendre, peut-être mettre les panneaux solaires ou bien encore acheter un groupe électrogène. Mais à l'époque, les moyens, on ne les en avait pas. Et puis maintenant, les groupes électrogènes étaient extrêmement chers. Nous, on ne pouvait pas avoir le luxe de payer un groupe électrogène. Donc voilà par exemple les raisons qui ont fait en sorte que je puisse à la fin vendre mon salon de coiffure. Et je vous explique ça pour que vous puissiez aussi comprendre que il faut anticiper au niveau de l'entreprise. Parce que si par exemple mon coiffeur n'avait pas peut-être ces romans-là, avec parfois les coupures, il devait fuir. Parce que s'il y a les jours où il ne travaille pas, comment il fait? Il va aller faire d'autres activités. Et c'est comme ça que, parce que vous devez vous rassurer que votre employé travaille constamment, il va être concentré. Et il faut lui trouver des privilèges, des choses qui vont faire en sorte qu'il puisse être concentré. Aujourd'hui, par exemple, tous mes coiffeurs ne sont plus coiffeurs. Avant de quitter la région de l'Est, mon premier coiffeur était rentré à l'école parce qu'il lui avait dit, je ne trouve pas personnellement que tu puisses continuer là. La meilleure des choses, c'est de rentrer à l'école. Il avait arrêté les classes en première et après, quand je suis revenu l'année qui suivait, il avait eu un concours. J'aurais à vous dire, par exemple, nous sommes dans les prépas, bon, on aura le temps de vous expliquer clairement ce qui se passait avec, par exemple, ce coiffeur-là. Donc déjà, ce que vous devez savoir, c'est que, en fait, en ce qui concerne le salon de coiffure, je l'ai vendu. Je les ai vendus, les deux salons de coiffure. Et en fait, je n'ai pas pu faire quelque chose de bon, quelque chose de grand avec l'argent parce que j'étais démoralisé. Je n'avais pas suffisamment le moral pour pouvoir construire encore des choses comme ça au niveau de Yaoundé. Bon, c'est vrai qu'au niveau de Yaoundé, les coupures qu'il y avait de l'autre côté à l'est, il n'y en avait pas. Ou bien même s'il y en avait, c'était pour quelques heures. Ou bien pour quelques... Il n'y avait pas de coupures de 2 jours, 3 jours, une semaine, comme ici. Comme là-bas de l'autre côté à l'est ou à Batouri particulièrement. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui en ce qui concerne notre salon de coiffure. Et je voudrais vous dire aussi que c'était une expérience qui était émouvante. Et je veux aussi attirer votre attention que le fait d'avoir repris, je vous ai dit que j'ai fait 3 fois la classe de terminale. La plupart des temps, on ne reprend pas parce qu'on est faible. La plupart des temps, on ne reprend pas. On reprend parce qu'on a des problèmes. Et quand parfois, surtout les jeunes ont souvent des problèmes d'ordre psychologique. Et nous, on connaît ces problèmes-là. On sait quels sont les problèmes. La plupart des temps, pour les garçons, ce sont des problèmes d'ordre affectif. C'est-à-dire, et c'est un problème sérieux dans la jeunesse aujourd'hui et depuis même. En fait, c'est ça qui est à l'origine de la plupart des temps des échecs en milieu scolaire. Et ce qui est sûr, on aura à partager là-dessus. J'aurai à vous raconter qu'est-ce qui s'était passé, tout, j'aurai à vous raconter parce que ici, nous, on doit partager tout avec vous pour que vous puissiez comprendre que le partage, c'est ce qui va vous permettre de réussir. Et je voulais aussi attirer votre attention sur notre chaîne YouTube. Je voudrais vous conseiller aussi, si vous avez la possibilité, vous pouvez créer aussi votre chaîne YouTube. Pour créer une chaîne YouTube, c'est tellement facile, extrêmement simple. Il suffit simplement, lorsque vous avez créé, pour même être à YouTube, il vous a fallu simplement créer une adresse Gmail. Je ne sais pas si aujourd'hui les conditions là doivent encore être remplies, mais ce sont les conditions que nous on a remplies pour créer notre chaîne. Et une chaîne YouTube est d'abord là beaucoup plus pour la visibilité de l'activité qu'on fait. Nous sommes des répétiteurs, nous sommes des formateurs. Donc nous, notre souhait c'est d'avoir plus de personnes qu'on forme, plus de personnes qu'on répète. Et c'est de mieux organiser notre travail, de mieux organiser notre secteur de travail. C'est ça en fait notre objectif lorsqu'on crée cette chaîne YouTube. C'est d'avoir plus de personnes avec lesquelles on travaille, plus de personnes et plus de visibilité. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Et je voudrais attirer aussi l'attention, et je dis bien, vous commencez par créer une adresse Gmail. Dès lors que vous avez une adresse Gmail, vous avez déjà votre chaîne. Mais il faut remplir. Et pour ceux qui sont ici en Afrique, sachez qu'il y a 2 possibilités. Si vous voulez que votre chaîne vous rapporte de l'argent, ça ne sera pas évident, ça ne sera pas facile parce que nous on travaille énormément. Ce travail que vous nous voyez faire tous les jours, ce n'est pas facile, c'est suffisamment difficile. Mais je vous encourage, si vous voulez réussir, à le faire si vous avez la possibilité.
avoir une chaîne YouTube n'est pas quelque chose de facile. Donc après avoir créé votre chaîne YouTube maintenant, c'est-à-dire vous allez créer, et je précise que vous devez, si vous avez quelqu'un par exemple qui est à l'étranger, vous pouvez par exemple demander à la personne de vous aider. Parce que vous devez créer votre chaîne. La plupart du temps, il y a des pays éligibles. La plupart des pays africains ne sont pas éligibles. Par exemple, en Afrique, il y a le Sénégal qui est éligible, il y a le Nigeria qui est éligible, il y a beaucoup d'autres pays qui sont éligibles. Mais la plupart du temps, bon, on choisit peut-être la France, les États-Unis, la Belgique, les pays occidentaux de façon générale. Donc, la chaîne YouTube pourra vous permettre d'être visible. Pour gagner de l'argent sur YouTube, il vous faut 1000 abonnés, un minimum de 1000 abonnés. Mais ce qui est le plus difficile, c'est 4000 heures de visionnage. Ça signifie que vous devez faire les vidéos que les gens vont voir pendant 4000 heures. C'est la partie la plus difficile. Actuellement, nous sommes à 700, à peu près 760 abonnés. Mais les heures de visionnage, nous sommes à 1800 heures de visionnage. Et nous vous remercions encore parce que c'est vous qui nous soutenez, c'est vous qui nous permettez d'atteindre ces objectifs-là. Nous n'avons pas encore atteint les 4000 heures de visionnage, nous n'avons pas encore atteint les 1000 abonnés. Bon, je vous ai dit aujourd'hui que je devais vous raconter aussi comment, quand j'étais jeune, la première fois que je suis allé à l'ouest Cameroun, comment j'ai rendu une famille multimillionnaire. Je vous raconte. Parce que lorsqu'on fait les vidéos, il y a des gens qui nous posent la question. Chaque fois, nos étudiants nous posent la question. Mais monsieur, si vous connaissez autant de choses, si vous pouvez faire autant de choses, pourquoi est-ce que vous ne développez pas ça pour devenir vous-même riche? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas laisser ce que vous êtes en train de faire maintenant pour aller faire ce que vous dites là pour avoir beaucoup d'argent? Si quand une personne dit ça, je comprends que la personne n'a pas compris le métier de l'enseignant. Quand on a décidé d'enseigner, ça signifie qu'on a choisi d'aider les autres. Le métier d'enseignant est un métier qui n'est pas évident, c'est pas facile. Parce qu'il faut être capable de comprendre l'autre. Il faut être capable de savoir comment dire les choses à l'autre. Il faut être capable de supporter l'autre qui est différent de vous. Donc, je continue. Donc, comment j'ai rendu une famille multimillionnaire? Donc, la première fois que je pars à l'ouest, c'est, je crois, je dois avoir autour de 14 ans comme ça. Et j'arrive à l'ouest, à l'est, à Batouri particulièrement, on vendait le savon. Je crois que c'est 300 ou 400 grammes, quelque chose comme ça. C'était autour de... À Batouri, c'était 350, 325. Le savon CCC. Le savon CCC coûtait 350 à Batouri et les autres savons coûtaient 325. J'arrive à l'ouest Cameroun, je vois un savon en plein marché. C'est-à-dire qu'il y a presque le même grammage que le savon que j'ai vu à Batouri, c'est-à-dire à l'est. J'arrive à Bafoussam, c'est-à-dire à l'ouest du Cameroun, dans la région de l'ouest du Cameroun. À l'époque, on appelait province de l'ouest. Je vois le même savon qui coûte 200 francs. 200 francs CFA au marché. Je m'en vais me renseigner, je crois que c'est la blague. Je demande de l'argent et on me donne, j'achète 2 morceaux de savon à 400 francs. Je rentre à la maison et me dis, comment on peut vendre le savon si moins cher? Je fais un petit calcul. Je vois qu'un carton de savon contenait 60 morceaux. Si j'achète même seulement à 200 là, je revends à 300. Ça fait 100 francs. Dans un carton, j'ai 6000 francs. Lorsque je rentre à l'est où je fréquentais, où j'habitais, je pars voir mes parents, je leur dis, là vous voyez là, moi j'ai vu un business qui peut rapporter de l'argent. On dit, fiche à paix avec ta folie. Toi tu es toujours là, tu fais toujours les choses comme, non, va faire, bon, va parler tes trucs là, on te connaît, on sait que toi tu bricoles, va bricoler. On ne va pas te déranger, va bricoler. J'ai compris ça, ça m'a dérangé, mais je suis quand même allé voir un de mes amis, je lui ai expliqué le projet. J'ai expliqué le projet parce que lui a dit que si on vend le savon là à 200 francs au marché, certainement à l'usine on doit vendre à 175 ou à 180 francs. Et les 20 francs là peuvent supporter le transport, les 25 francs. Parce que 60 morceaux de savon, ça fait 1500 francs à raison de 25 par savon, c'est-à-dire au carton. Et ces 1500 pourraient payer le transport quittant de l'ouest, c'est-à-dire de l'ouest de Bafoussam pour Batouri, l'est. Et maintenant, par savon, par carton de savon, on devait avoir 6000 francs de bénéfices. Imaginez, c'est énorme. C'est énorme. Et que mon ami, quand il est arrivé, donc il a parlé de ça à sa mère. Sa mère allait à la réunion prêter de l'argent. Et ils sont revenus avec le savon à Batouri. Ils vendaient le savon à 300 francs au lieu de 325. Et chaque jour, ils vendaient 3 cartons, parfois 4 cartons de savon en plein marché. Et après un temps, ils ont cessé de vendre le savon
au marché, il partait dans les brousses, dans les campagnes, Ketendelele, Toktoyo et Kenzu. Il partait là-bas, il livrait le savon à 350 francs. Il gagnait encore plus, c'est-à-dire qu'il avait près de 150 francs par savon. C'est-à-dire qu'il se retrouvait avec 9000 francs de bénéfices par carton de savon. Imaginez un peu que vous venez avec 100 cartons, à raison de 9000 francs par carton. Imaginez un peu ce que vous pouvez gagner. Vous voyez, c'est énorme. 9000 francs par carton, je passe autour de 900 000 francs que vous allez gagner sur 100 cartons de savon. Et c'est comme ça que cette famille-là, ils sont devenus sérieusement riches. Donc, en fait, c'est pour vous dire que lorsqu'il y a des personnes qui vous donnent ces idées-là, lorsqu'il y a des personnes qui vous parlent, il faut les écouter. Ce sont des idées qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent, de devenir riche. Dernièrement, par exemple, j'étais à Bateau, à l'Est, ça ne fait pas 3 mois. J'étais là-bas encore. Le couscous manioc, le foufou, le couscous manioc, par exemple, coûtait, par exemple, la cuvette, la grande cuvette coûtait 5500 francs. La même cuvette au niveau de Yaoundé coûte dans les 8000, 8500 francs. Alors, imaginez cette différence-là. Si vous avez la possibilité, c'est un business qu'il ne faut pas négliger. Si vous avez des potentielles personnes qui sont prêtes à acheter, moi je pense que c'est un business qu'il ne faut pas négliger. Et tout le monde ne peut pas faire le même business. Ce n'est pas parce qu'une personne vous parle du business que forcément cette personne-là peut le faire. Non. Et vous pouvez avoir plus de capacités, plus de possibilités pour faire un business par rapport aux autres. Parfois, il vous manque simplement des idées. Il y a des gens qui possèdent beaucoup d'argent. Parfois, c'est rien que l'idée de business qui les manque. Regardez les grandes entreprises. Parfois, ces grandes entreprises sont obligées de voler les projets des enfants, des étudiants, parce que simplement, il manque ces idées-là. Je me souviens, par exemple, tout récemment, je crois que c'était dans les années 2013-2014, lorsqu'on a créé le premier site web qu'on a créé pour le groupe Nabla, Bao Website. On avait créé j'aurai le temps de vous raconter cette histoire-là, j'aurai le temps de vous raconter ça, comment ça s'est passé avec notre premier site. Parce que je suis dans un pays, dans un autre pays, et je constate que au niveau du Cameroun, je peux corriger les anciens sujets et mettre ça et créer une application avec laquelle les gens peuvent aller sur ça et voir les corrections de tous les anciens sujets. Ils peuvent avoir les anciens sujets grâce à leur téléphone. En fait, j'ai eu ce projet en 2013. Je rentre au Cameroun, je rentre au pays. Et maintenant, au pays, j'essaye. Ça ne marche pas comme je pensais. C'est vrai, je n'ai pas été persévérant. En 2016, je croise une personne qui me dit que j'ai été fou. J'étais bête. Parce que cette personne-là faisait des formations de 4 heures de temps à 10 000 francs sur la crypto-monnaie. Et cette personne-là m'a dit que non, tu as mal fait d'abandonner ton projet, tu devais continuer, tu devais insister. Parce qu'à cette époque-là, YouTube n'était pas le YouTube d'aujourd'hui. Donc j'aurais à vous raconter toutes ces histoires-là. Donc je vais arrêter comme ça pour aujourd'hui. Donc cette famille-là aujourd'hui, c'est une famille qui est suffisamment multimillionnaire. Je ne veux pas citer leur nom ici. Ils ont envoyé les enfants à l'étranger. Beaucoup de leurs enfants sont entrés à la fonction publique. Ils ont dû faire entrer les enfants dans de très grandes écoles. Et aujourd'hui, eux tous ils sont bien. Et je me souviens de mon ami à qui j'avais parlé du projet. En fait, à un moment donné, quand je lui ai parlé du projet, quand ils avaient déjà de l'argent, ils ne causaient plus. Ils ne parlaient plus avec moi, ce n'était plus mon ami. Parce que même me dire bonjour, il ne venait plus. Parce que je n'étais plus au même niveau que lui, il avait les moyens et tout ça. Mais quand il a eu les problèmes avec sa grande soeur, parce qu'à un moment donné, quand lui, il a vu qu'il touchait des millions, qu'en un mois, il s'est retrouvé avec des millions de francs CFA. Il voulait louer une très grande maison. Sa mère lui a dit, non, tu ne peux pas louer une grande maison comme ça, tu prends un studio, une chambre, un salon. Tu n'es pas marié, tu n'as pas encore les enfants. Maintenant, tu ne peux pas aller louer, tu ne peux pas aller dépenser de l'argent comme ça. Ça l'a énervé, il a dit non. Lui, il veut avoir une grande maison, il veut montrer qu'il est capable. Il n'est pas n'importe qui désormais. Et c'est comme ça qu'ils ont eu les problèmes. Sa grande soeur l'a chassé. Bon, sa mère, qui était considérée comme sa grande soeur, l'a chassé de la maison. Et c'est donc comme ça qu'il est revenu me voir pour qu'il lui donne encore une autre idée de projet. Je lui ai dit, mon frère, en fait, toi-même, tu dois savoir que je t'ai donné, je constate que notre amitié s'est gâtée depuis que je t'ai parlé de mon projet. Tu allais dire à ta mère, ça vous a donné beaucoup d'argent et tu n'étais plus mon ami. Tu es devenu bizarre parce que je t'ai parlé de mon projet. Je ne peux plus. Je préfère qu'on soit les amis et que, par exemple, je ne me pouvais plus. Et bon, c'est vrai aussi que, pour dire vrai, je n'avais plus les idées comme ça. Donc, personnellement, il faut écouter les gens. Ceux qui vous parlent des projets tous les jours, écoutez-les.
ça peut changer votre vie. Vous pouvez vous lancer grâce à ce qu'ils vous disent. Même si parfois, vous aurez l'impression qu'eux-mêmes, vous allez vous poser la question pourquoi eux-mêmes ne viennent pas faire ça. La meilleure des choses, c'est que est-ce que ça peut m'aider? Qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'il dit qui peut m'aider? Est-ce que ça me permet d'avancer? Qu'est-ce que je gagne en le suivant, en l'écoutant? Voilà les questions que vous devez vous poser. Pas que celui-ci, c'est un peu comme les gens qui viennent, par exemple, dans les groupes de prépa demander le professeur qui me donne un cours là, lui, il a passé quel concours? Il vous forme pour entrer dans une école. Vous vous posez la question, quel est le concours que lui, il a réussi pour pouvoir me former pour que j'entre dans cette école-là? Bon, en fait, c'est normal de se poser cette question-là. Mais personnellement, je trouve que vous devez vous concentrer sur votre concours, vous concentrer sur votre réussite. Donc voilà ce que moi je peux vous conseiller. Merci. On va se voir la prochaine.